Tu n'es pas indiscipliné. Tu es seulement gouverné par quelque chose de plus ancien que toi. Voilà ce qui humilie tant de vies, croire à une défaillance morale là où il n'y a, la plupart du temps, qu'une architecture intérieure mal comprise. On a transformé la discipline en vertu spectaculaire, presque en distinction spirituelle, comme si certains êtres recevaient à la naissance un noyau plus ferme, une ossature secrète, une capacité naturelle à persister là où d'autres se dispersent. C'est une fiction commode. Elle permet de juger vite, de simplifier le trouble, d'expliquer l'échec par le caractère. Elle dispense surtout de regarder la structure réelle du problème. Le cerveau humain ne s'est pas organisé pour servir tes projets lointains. Il ne s'est pas formé dans la perspective d'un avenir abstrait, d'une version améliorée de toi-même, d'un accomplissement différé auquel il faudrait se sacrifier aujourd'hui. Il s'est organisé pour réduire l'exposition, économiser l'effort, reconnaître rapidement ce qui soulage, ce qui rassure, ce qui récompense sans délai. Tu veux appeler cela faiblesse si tu tiens absolument à te condamner. Mais ce mot ne décrit rien. Il ne fait que prolonger l'ignorance. Il faut partir de là, sinon tout le reste n'est qu'une suite de malentendus. Quand tu t'assieds pour travailler et qu'une part de toi glisse presque instantanément vers une distraction familière, ce n'est pas seulement parce que tu manques de sérieux. Quand tu repousses un effort utile au profit d'un plaisir plus pauvre mais plus immédiat, ce n'est pas forcément parce que tu es devenu inconsistant. Il se passe autre chose. Quelque chose de plus sobre, de plus impitoyable aussi. Ce que tu appelles volonté se heurte à une logique plus profonde, plus primitive, plus efficace que tes discours sur toi-même. C'est ici que tant de gens s'épuisent. Ils tentent d'opposer quelques injonctions héroïques à des mécanismes anciens, stables, patients. Ils se parlent comme on parle à un enfant coupable. Ils exigent d'eux-mêmes une rectitude permanente, une disponibilité totale à l'effort, une fidélité immédiate à des objectifs qui, pour leur système nerveux, n'ont encore aucune densité réelle. Puis ils s'effondrent. Ensuite ils concluent qu'ils ne valent pas grand-chose. Ils confondent le symptôme et l'identité. Le monde contemporain adore cette confusion. Elle maintient chacun dans une fatigue honteuse. On te demande d'être constant dans un environnement construit pour fragmenter ton attention. On célèbre la concentration au milieu d'un dispositif entier voué à l'interruption. On exalte la maîtrise de soi tout en saturant le quotidien de signaux conçus pour court-circuiter précisément cette maîtrise. Puis on te regarde lutter contre cet arrangement comme si la scène ne contenait qu'un seul acteur, toi. C'est une mise en accusation très pratique. Elle évite de poser la seule question sérieuse. Dans quel cadre exact tes comportements prennent-ils forme? La plupart des existences ratent ici leur propre lecture. Elles croient qu'il faut devenir plus dur, alors qu'il faudrait d'abord devenir plus lucide. Elles ajoutent de la pression là, où il manque surtout une compréhension froide des forces en présence. Elles s'obstinent à considérer la discipline comme un affrontement direct entre une intention noble et une paresse honteuse. Mais cette guerre intérieure est déjà perdue lorsqu'elle est pensée ainsi. Car ce que tu affrontes n'est pas seulement une résistance psychologique. Tu affrontes une économie entière du vivant, tout ce qui, en toi, préfère l'immédiat au lointain, le simple au coûteux, le connu à l'exigeant. C'est pourquoi tant d'efforts échouent dès le départ. Non parce qu'ils sont insincères, mais parce qu'ils sont conçus contre la nature opérationnelle de l'esprit. La plupart des gens demandent à leur cerveau de se comporter comme un allié de leurs ambitions, alors qu'ils l'exposent chaque jour à des conditions qui renforcent exactement l'inverse. Ils espèrent une conduite soutenue au milieu d'un décor qui favorise la dispersion. Ils veulent une fidélité à long terme à partir d'un système qui récompense presque exclusivement l'instant. Puis ils s'étonnent de reculer. Il faudrait renverser l'ordre des accusations. Le problème n'est pas d'abord l'insuffisance de la personne. Le problème est l'illusion selon laquelle la force brute pourrait durablement l'emporter sur un environnement, des habitudes et des circuits de récompense qui travaillent dans l'autre sens. Ce que beaucoup nomment autodiscipline n'est souvent qu'une forme raffinée d'hostilité envers soi. Une manière de se tenir sous tension jusqu'à l'usure. Une façon de confondre exigence et violence intérieure. Or ce qui tient ne tient presque jamais par violence. Ce qui tient tient par agencement. Les êtres qui paraissent les plus stables ne sont pas nécessairement les plus héroïques. Ils ont souvent simplement cessé de négocier à main nue avec leurs impulsions. Ils ont compris quelque chose que d'autres refusent encore. La conduite n'est pas seulement une affaire de décision, mais de configuration. Lorsqu'un comportement juste devient plus visible, plus proche, plus facile à engager, il cesse d'exiger ce théâtre permanent de la volonté. Il entre dans la vie par une porte moins glorieuse,
mais plus réelle. À partir de là, une question devient plus grave que toutes les autres. Si tes actes ne sont pas seulement le produit de ton caractère, mais aussi celui de la structure qui les accueille, alors combien de fois as-tu pris pour une vérité sur toi ce qui n'était qu'un effet de cadre? Combien de jugements injustes t'es-tu infligé parce que tu ne voyais pas le dispositif qui préparait déjà tes renoncements? Il arrive un moment où cette lucidité cesse d'être théorique. Elle devient presque offensante. Parce qu'elle retire à la culpabilité son prestige. Et beaucoup préfèrent encore la culpabilité au déplacement réel. L'environnement ne t'entoure pas. Il te compose. C'est peut-être cela que l'on refuse le plus longtemps d'admettre, parce que cette idée blesse une certaine image flatteuse de l'autonomie. On aime croire que les décisions naissent dans un espace intérieur intact, souverain, indépendant du décor. On veut s'imaginer auteur plein et entier de ses gestes. Pourtant, dans la vie ordinaire, ce sont souvent des éléments minuscules, presque humiliants par leur banalité, qui orientent le cours d'une journée, ce qui est déjà ouvert, ce qui traîne à portée de main, ce qui appelle le regard avant même que la pensée n'ait formulé quoi que ce soit. Il y a des vies sabotées par la proximité. Non par de grandes catastrophes, mais par la présence continue de ce qui détourne, assoupit, disperse. Une distraction visible agit plus vite qu'un projet lointain. Une facilité offerte avec insistance a souvent plus de poids qu'une résolution formulée la veille dans la gravité. Ce n'est pas une question de noblesse morale. C'est une question de friction. Le cerveau suit volontiers ce qui s'offre avec le moins de résistance. Il ne procède pas selon la dignité des buts. Il procède selon l'économie du passage. Voilà pourquoi la volonté s'effondre si souvent dans des cadres mal pensés. On imagine qu'il suffira de vouloir davantage, alors que tout, autour, a déjà été arrangé pour rendre l'effort plus coûteux que l'évitement. Il faudrait regarder une chambre, un bureau, un téléphone, un emploi du temps, avec beaucoup plus de sévérité qu'on ne regarde son humeur. Ce sont eux, très souvent, qui décident en silence. Un livre fermé, rangé loin du regard, appartient déjà presque à l'abandon. Une distraction installée au centre du champ perceptif travaille déjà pour elle-même. Ce qui demeure visible insiste. Ce qui demeure caché s'efface. Les comportements dits spontanés ne sont pas aussi spontanés qu'on le croit. Ils surgissent d'une mise en scène préalable. Chaque espace propose, incite, favorise. Certains lieux invitent à la continuité, d'autres à la dispersion. Certains arrangements réduisent le délai entre l'intention et l'acte. D'autres installent des obstacles minuscules, suffisants pourtant pour faire dévier la conduite. On sous-estime toujours la puissance de ces détails parce qu'ils n'ont rien de spectaculaire. Mais la vie ne bascule pas seulement dans les grandes décisions. Elle se déforme dans les répétitions modestes. Il faudrait presque apprendre à se considérer comme un terrain de propagation. Non pour se réduire à une mécanique, mais pour cesser de se raconter des fables héroïques. Ce qui devient facile se répète. Ce qui se répète acquiert une inertie. Ce qui acquiert une inertie finit par donner l'illusion d'un trait de caractère. Ainsi naissent beaucoup d'identités trompeuses. On se croit incapable de lire, incapable de travailler, incapable de tenir une routine, alors qu'on habite depuis longtemps un dispositif qui rend ses gestes improbables. L'environnement précède parfois de plusieurs secondes la conscience que l'on a de soi. Et plusieurs secondes suffisent. Il y a quelque chose d'assez brutal à comprendre ici. La maîtrise de soi n'est pas une forteresse, c'est un matériau fragile. On la romantise parce qu'on ne veut pas voir à quel point elle se fatigue vite lorsqu'elle est sollicitée sans relâche. Un cadre mal conçu transforme chaque action utile en épreuve inutile. Il oblige à recommencer la décision à partir de zéro, chaque fois, comme si rien n'avait été préparé, comme si la journée pouvait être gagnée par pure noblesse intérieure. Très peu d'existences résistent longtemps à cette dépense. Les personnes les plus constantes ne se distinguent pas toujours par un feu intérieur plus intense. Elles ont souvent compris autre chose. Il faut cesser de demander à la conscience de refaire seule, tous les jours, ce qu'une structure peut stabiliser à sa place. Elles ont déplacé la question. Au lieu de se demander sans fin comment devenir plus motivées, elles ont commencé à regarder ce qu'il fallait rendre évident, ce qu'il fallait éloigner, ce qu'il fallait préparer avant même que la fatigue n'apparaisse. Elles ont remplacé l'illusion du courage permanent par une forme discrète d'ingénierie du quotidien. Cette intelligence-là a peu de prestige. Elle ne produit pas de légende. Elle ne donne pas l'impression d'un dépassement sublime. Elle agit plutôt comme une correction du réel. Préparer ce qui doit commencer. Rendre moins accessible ce qui détourne.
Réduire la distance entre une intention valable et son exécution. Installer des déclencheurs clairs. Supprimer ce qui oblige à négocier inutilement. Rien de cela n'a l'éclat d'une grande transformation. Et pourtant, c'est souvent là qu'elle commence. Il y a ensuite une seconde illusion à défaire, celle qui consiste à croire qu'un changement doit toujours naître comme quelque chose d'entièrement neuf. En réalité, l'esprit fonctionne déjà par séquence, par enchaînement, par circuit familier. On entre dans une pièce, on pose un objet, on consulte un écran, on boit quelque chose, on s'assoit d'une certaine manière, et toute une part de la conduite se déroule presque sans regard. Vouloir installer une habitude sans tenir compte de ces chaînes déjà en place revient à vouloir bâtir sur du vide. Ce qui s'insère dans une forme existante a plus de chances de durer que ce qui exige une création absolue. Commencer devient alors la question centrale. Non poursuivre, non exceller, non tenir pour toujours. Commencer. L'entrée dans l'action coûte plus que l'action elle-même. C'est là que la plupart reculent. Non au cœur de l'effort, mais sur le seuil. Or tout ce qui raccourcit ce seuil modifie la réalité plus sûrement que des promesses solennelles. Lorsqu'un geste utile est accroché à un autre déjà stable, il profite d'un passage déjà ouvert. Il n'arrive plus comme un étranger. Il suit une trace existante. Et cette continuité change presque tout. Beaucoup sous-estiment aussi la puissance des formes minimales. Ils veulent tout de suite des blocs solides, des habitudes vastes, des séquences impeccables. Ils exigent une version accomplie de ce qui devrait d'abord n'être qu'une entrée. C'est une erreur de tempo. Une habitude commence mieux lorsqu'elle n'intimide pas encore. Lorsqu'elle est assez courte pour ne pas réveiller immédiatement tout ce qui, en soi, cherche à fuir. Le ridicule apparent de certains commencements protège parfois plus sûrement l'avenir que les résolutions grandioses. Ce qui est trop imposant appelle la résistance. Ce qui est net, bref, presque modeste, passe. Alors la procrastination apparaît sous un autre jour. Non plus comme une tare, mais comme un diagnostic. Chaque report contient une information. Il indique qu'une action reste trop diffuse, trop lointaine, trop encombrée, trop ingrate, ou simplement trop mal située dans la trame du quotidien. Là encore, le réflexe moral trompe. On se traite de paresseux, alors qu'il faudrait interroger la forme même de l'acte. Est-il visible, engageable, soutenable, relié à quelque chose ? Ou bien continue-t-on d'attendre de soi un élan pur qui n'aura probablement jamais lieu ? Le dernier mensonge est peut-être le plus séduisant. Croire qu'il faudrait aimer ce qui te construit pour réussir à le répéter. Toute une culture a prospéré sur cette idée rassurante. Elle affirme qu'une vie stable viendrait de l'accord heureux entre le désir et l'exigence, comme si la constance naissait naturellement d'un enthousiasme durable. C'est faux. Et cette fausseté abîme beaucoup de gens, parce qu'elle leur fait croire que leur résistance à certaines tâches invalide leur possibilité même de transformation. Comme s'il fallait éprouver une adhésion sensible à l'effort pour pouvoir y demeurer. Or beaucoup de conduites décisives ne deviennent jamais charmantes. Elles ne se parent pas soudain d'un plaisir nouveau. Elles restent parfois austères, répétitives, sans séduction immédiate. Pourtant elles peuvent tenir. Non parce qu'on s'est mis à les aimer, mais parce qu'on a cessé de leur laisser le statut d'option fragile. Une action devient stable lorsqu'elle n'attend plus d'être désirée pour avoir lieu. Lorsqu'elle est suffisamment préparée, suffisamment intégrée, suffisamment inscrite dans la structure du jour pour ne plus dépendre de l'humeur du moment. C'est là que quelque chose de sérieux commence. Les existences les plus consistantes ne sont pas celles où chaque effort est porté par l'élan. Ce sont celles où l'on a compris que l'élan ne mérite pas tant d'autorité. Il varie trop. Il ment souvent. Il se donne comme vérité intérieure alors qu'il n'est parfois qu'un état passager du corps, du sommeil, du climat, de la fatigue. Fonder une vie sur lui revient à remettre son orientation à une instance instable. Beaucoup l'ont fait. Beaucoup s'en étonnent encore. Il faut donc déplacer la loyauté. Non plus vers ce que l'on ressent au moment d'agir, mais vers la forme de vie que l'on laisse se constituer à travers les répétitions. C'est moins exaltant, plus nu, mais infiniment plus solide. Lorsque les comportements importants deviennent plus faciles à enclencher que leurs alternatives de fuite, ils cessent peu à peu d'appartenir au domaine du débat intérieur. Ils deviennent la ligne ordinaire des jours. Et cette ordinarité-là vaut davantage que tous les accès de ferveur. Mais rien de cela ne tient vraiment sans une modification plus profonde, l'image que tu consens avoir de toi. Tant qu'une personne continue de se voir comme quelqu'un qui échoue, reporte, cède, commence puis abandonne,
Chaque tentative nouvelle lutte contre une identité déjà constituée. Et l'identité est lourde. Elle récupère les actes, les interprète, les ramène à elle. Inversement, lorsqu'un individu commence à agir, même de manière modeste, depuis une autre hypothèse sur lui-même, quelque chose change dans la texture de ses choix. Les gestes cessent d'être des essais isolés. Ils deviennent des confirmations. Cette transformation ne demande pas de grands serments. Elle se forme dans la répétition presque discrète d'actes qui, à première vue, paraissent insignifiants. Lire quelques pages alors qu'on aurait pu se dissoudre ailleurs. Commencer malgré l'absence d'élan. Revenir sans cérémonie à ce qui compte. Tenir une forme minimale plutôt que tout attendre d'une métamorphose spectaculaire. Chacun de ces gestes déplace silencieusement l'identité. Il dit, voilà le type d'être que je laisse advenir. Non dans le langage des proclamations, mais dans celui, beaucoup plus contraignant, des preuves. À ce niveau, la discipline cesse même d'être un idéal. Elle devient un effet secondaire. Le reflet visible d'une organisation plus profonde entre le cadre, les habitudes et la manière de se concevoir soi-même. On ne devient pas solide en s'ordonnant de l'être. On le devient lorsque l'ensemble cesse de produire continuellement sa propre désagrégation. Il y a là quelque chose de moins flatteur que les récits de dépassement personnel, mais de plus vrai. On ne gagne pas contre soi à la force pure. On se construit un passage où la bonne direction coûte enfin moins cher que l'ancienne. Beaucoup ne veulent pas entendre cela jusqu'au bout, parce que cette idée retire à l'échec une part de sa noblesse tragique. Elle oblige à regarder plus froidement. Non pas ce qu'on espère devenir, mais ce qu'on répète réellement. Non pas les grands objectifs, mais le système quotidien qui les autorise ou les condamne. Non pas le rêve d'une version future, mais la structure concrète qui rend ces actes plausibles. C'est une pensée moins consolante qu'on ne l'imagine. Car elle ne permet plus de se cacher derrière le mythe d'un potentiel intact qui n'attendrait qu'un bon jour pour éclore. Elle demande autre chose, une révision sans théâtre de la manière dont une vie se fabrique. Et c'est sans doute là que le texte doit s'arrêter. Pas sur une promesse. Pas sur une formule de relèvement. Seulement sur ceci. Ce que tu appelles encore ton manque de discipline n'est peut-être que le nom mal choisi d'un désordre plus précis, plus silencieux, plus ancien, qui attend d'être vu sans indulgence. Et lorsque cela commence à être vu, il devient plus difficile de continuer à vivre exactement de la même manière.